Bonjour citoyenne, bonjour citoyen. Il y a quelques semaines, j'ai terminé Les Rougon-Macquart, l'œuvre titanesque d'Émile Zola, composée de 20 romans. Comme beaucoup, j'avais déjà rencontré Zola dans ma scolarité, au lycée où Thérèse Raquin m'était tombée dessus. Moi qui avais l'habitude de lire des bandes dessinées et des romans de science-fiction, je me suis insurgé contre ce livre qu'on me forçait à lire. Un livre déprimant qui explore les passions les plus cruelles de l'être humain, un livre noir qui raconte une vie ordinaire. Pourquoi me faire lire ça, me demandais-je, alors que je rêvais d'espace et de fantaisie, d'extraterrestres et de chevaliers? Pourquoi devrais-je m'intéresser à la vie de cette pauvre femme qui se laissait aller à l'adultère? J'ai fini le livre, la lecture fut laborieuse, puis j'ai oublié Zola et j'ai repris Naruto, sans me douter que derrière Zola, il y avait un univers à faire pâlir celui de Tolkien ou le MCU. L'année dernière, à la faveur d'un cours, mon professeur nous a encouragés à lire de la littérature française du 19e siècle. Le lycéen qui n'était pas prêt à s'immerger dans la réalité décrite par le naturaliste avait grandi. Attiré par le drame, j'ai décidé de laisser à Zola une nouvelle occasion de me séduire. Je suis allé dans la bibliothèque de ma mère et y ai trouvé L'Assommoir, un roman que Zola considère comme le premier roman sur le peuple qui ne mente pas et qui est l'odeur du peuple. Les critiques bourgeoises chantent de la bien-pensance selon taxé de pornographie. Zola s'en défend dès la préface. Lorsque L'Assommoir a paru dans un journal, il a été attaqué avec une brutalité sans exemple, dénoncé, chargé de tous les crimes. Est-il bien nécessaire d'expliquer ici en quelques lignes mes intentions d'écrivain ? J'ai voulu peindre la déchéance fatale d'une famille ouvrière, dans le milieu empesté de nos faubourgs. Au bout de l'ivrognerie de la fainéantise, il y a le relâchement des liens de la famille, les ordures de la promiscuité, l'oubli progressif des sentiments honnêtes, puis, comme dénouement, la honte et la mort. C'est la morale en action, simplement. L'Assommoir est à coup sûr un de mes livres les plus chastes. Souvent, j'ai dû toucher à des plaies autrement épouvantables. Seule la forme a effaré. On s'est fâché contre les mots. Mon crime est d'avoir eu la langue du peuple. À travers ce roman, j'ai ressenti la colère. Je me suis grisé d'injustice. J'ai contemplé, impuissant, l'environnement social détruire les personnages. En d'autres mots, j'ai vécu un grand moment de littérature. Cette rencontre, j'ai voulu la réitérer. Et pendant presque un an, j'ai coudoyé régulièrement Émile Zola, à travers ses personnages tous mémorables, à travers son génie, à travers sa plume incisive mais poétique. Après avoir terminé ce long voyage dans le Second Empire, car c'est dans ce cadre que se déroulent les Rougon-Macquart, j'ai décidé d'en faire une vidéo, à la fois pour rendre hommage à cet artiste qui m'a accompagné toute une année, mais aussi pour encourager le plus grand nombre de personnes à découvrir ou redécouvrir Émile Zola, car si la France a changé depuis le 19e siècle, Zola, lui, n'a pas vieilli. La dynastie des Rougon-Macquart est une œuvre qui se compose de 20 romans. Émile Zola a donné comme sous-titre « Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire ». Son objectif est donc clair, utiliser cette famille pour dépeindre le Second Empire. Zola est un homme de la fin du 19e siècle, une époque où la science s'impose dans toute la société, où tout est scientifisé. Cela se ressent dans le projet de Zola qui est de dépasser le courant réaliste pour créer le naturalisme, c'est-à-dire faire de sa littérature une science examinant l'évolution des individus en fonction de leur hérédité et de leur environnement. Mais ne soyons pas dupes, ceci n'est pas possible dans une fiction. La trace de Zola est partout. Ses descriptions réalistes sont toujours teintées de figures de style rendant moult moments édifiants. À droite, à gauche, la violence des incendies éblouissait, creusait au-delà un abîme noir. On ne voyait qu'une énormité ténébreuse, un néant, comme si Paris tout entier, gagné par le feu, fut dévoré, eût déjà disparu dans une éternelle nuit. Et le ciel était aussi mort, et les flammes montaient si haut qu'elles éteignaient les étoiles. Le plan de cette œuvre est quasiment fini en 1869, c'est-à-dire qu'à 30 ans, Zola a planifié son travail pour les 20 prochaines années, et il s'y tiendra presque sans bifurcation. À partir de 1871 et l'apparition de La Fortune des Rougon, il publie un roman par an. Dans ce premier opus, il peint les racines de la dynastie, nous présente Adélaïde Fouque, la matriarche dégénérée, à l'origine des tares de toute la famille. Ces 3 enfants, dont 2 bâtards, constituent les 3 branches de la famille. C'est sur ces germes que pousseront les générations de Rougon et de Macquart qui se dissémineront dans toute la société du Second Empire. On dit souvent de Zola qu'il est le romancier du peuple. Indéniablement il l'est. Mais il serait injuste de le restreindre à cela. Il a dépeint la naissance des grands magasins parisiens, écrasant sur leur passage les petits artisans, mais également l'émergence de nouvelles fortunes économiques lors de la fête impériale liée à la spéculation. Il a aussi esquissé les mécanismes de l'appareil politique et les réseaux clientélistes qui en découlent. Son œuvre est totale, du paysan au ministre, en passant par la bouchère, le soldat, la blanchisseuse, le mineur, le patron, l'artiste, l'abbé, la prostituée.
En exposant toutes les caractéristiques d'une époque révolue, il a peint la matrice de la France de son temps. Toile aux couleurs variées, son œuvre donne vie aussi bien à des hommes qu'à des lieux. Ainsi, il fait de la mine dans Germinal un monstre dévorant les familles du Coron. Il fait du Paradou un Éden plein de vie, évoluant en fonction des saisons. Le bonheur de dame, lui, se répand somptueusement comme un virus, dévorant toujours plus d'enseignes concurrentes. Je n'ai pris que 3 exemples, mais chaque roman s'ancre dans un lieu précis, qui modifie et se modifie avec les personnages qui l'habitent, qui le côtoient. Cela pour montrer que l'environnement est un facteur déterminant chez l'être qui y demeure. Mais Zola, c'est surtout le romancier des femmes. À travers ses écrits, on sent l'admiration qu'il éprouvait pour elles. Gervaise, la noble blanchisseuse, travailleuse infatigable, droite malgré sa démarche boiteuse. Miette, incarnation de la jeune république, de la Marianne idéaliste, de l'enfance courageuse. Ou encore Denise, la plus angélique, divine employée qui, malgré ses débuts cauchemardesques, s'impose en rayonnant de bonté. Dans chacun de ses livres, Zola offre une place majeure aux femmes. Et si j'ai cité les plus belles, il n'hésite pas à contraster, en faisant de certaines des antagonistes terrifiantes, comme Félicité, qui par sa cruauté m'a fait toucher les pages les plus brûlantes de ma vie. Zola possède un regard clairvoyant sur ses contemporains, ce qui donne à ses personnages une consistance telle que certains sont toujours nos contemporains. Je pense à Pauline Quenu, qui s'efface dans le dévouement et l'amour, à Lisa Macquart, qui est prête à tout pour maintenir ses intérêts de bourgeoise, Hélène Mouret, qui, rêvant de l'amour, va jusqu'à abandonner sa fille, ou, mon préféré, Aristide Saccard, le spéculateur, insatiable, cherchant toujours à avoir plus, tombant dans le tonneau des Danaïdes. Ce dernier m'apparaît comme le produit type du capitalisme naissant au XIXe siècle. Pourtant, son personnage trouve écho à notre époque. Elon Musk, Jeff Bezos ou encore MrBeast m'apparaissent tous comme des avatars de Saccard. Si Zola était qualifié de romancier du peuple, c'est qu'il a donné vie, c'est qu'il a donné corps aux personnages populaires sans les parodier. Ces romans laissent transparaître des scènes de la vie quotidienne. En tant que spectateurs, nous assistons au mariage des paysans, à l'anniversaire de la blanchisseuse, au travail du zingueur, et chacune de ces scènes est l'occasion d'en mettre plein la vue. Zola fait sans conteste du grand spectacle. Nombre de scènes sont mémorables par leur déroulement, même quand il ne s'agissait au départ que d'un repas. Parmi les scènes les plus marquantes, on retrouve nécessairement les accouchements. Présents dans un quart des livres, chacun d'eux est une épreuve de force, un moment insoutenable dans lequel l'auteur déverse toute sa verve pour faire naître en nous une image douloureuse et dérangeante. 4 heures venaient de sonner, lorsque tout d'un coup, elle crut que son ventre crevait. Au milieu d'une douleur, il eut une rupture, ses os ruisselèrent et ses bas furent trempés. Elle resta un moment immobile, terrifiée et stupéfaite, avec l'idée qu'elle se vidait là. À chaque nouvel effort, un tremblement la secouait. Sa face devenait brûlante, son cou se baignait de sueur, tandis qu'elle mordait les draps pour étouffer sa plainte. Le han, terrible et involontaire du bûcheron qui fend un chêne. C'est parce qu'il n'hésite pas à inclure de l'obscène dans ses romans que Louis Hulbach, grand critique au Figaro, l'a qualifié de littérature putride. D'autres ont dit de lui qu'il fouillait les poubelles pour dévoiler la face sombre de l'humanité. Oui, Zola use de sa prose poétique pour nous faire traverser les pires tourments. Il décrit l'humain tel qu'il le voit. Il n'a pas hésité à montrer des abominations, parce que les hommes sont faits ainsi. Mais s'il aime montrer les accouchements, c'est aussi parce qu'à chaque naissance, un espoir vint. À propos de la famille, il fait dire par un des personnages « Oui, la menace était là, tant de crimes, tant de boue, parmi tant de larmes et tant de bontés souffrantes. Un si extraordinaire mélange de l'excellent et du pire. Une humanité en raccourci, avec toutes ses tares et toutes ses luttes. Pourtant, Zola, ce n'est pas que les méandres de l'humanité. À ce propos, je paraphraserai André Mauroy pour dire que, pessimiste, oui, Zola l'est. Comme n'importe quel homme qui a regardé les hommes, le mal existe et il tient une place immense. Mais le pessimisme enfonce l'homme dans la faute et le circonscrit à cela. Zola, lui, au contraire, a peint les horreurs modernes, mais aussi l'espoir d'un lendemain meilleur. Il disait lui-même de son œuvre, malgré toutes les saletés que j'aurais montrées, malgré tous les abominables personnages qui se promènent dans ma série, en voici encore un. Je ne crains pas d'en créer encore un. Et quel sera-t-il? Je l'ignore. La mère l'ignore. Mais il faut l'espérer bon, puisque la nature, malgré tous les bandits qu'elle crée, ne se lasse pas de créer, dans l'espoir sans doute que les bons viendront. En l'éternelle nature, en l'éternelle vie,
espérer que l'être qui va naître, qui recommencera l'expérience, qui, sur le vieux monde caduc, en fera naître un nouveau, qui répondra aux aspirations socialistes et repeuplera les âmes. Par ailleurs, Émile Zola est aussi un personnage singulier, romantique, un homme de lettres exceptionnel. Orphelin de père à 7 ans, il a été élevé par sa seule mère. Son histoire est donc celle d'un déclassé, d'une enfance dans le dénuement, avec le spectre d'un père respecté, en pleine ascension qui n'est plus. Cette pauvreté l'a mené à ressentir la faim, ce creux qui ronge le ventre et les âmes. Tout au long de son œuvre, on retrouve des personnages qui ont faim, et ceux qui soient pauvres ou bourgeois. Il arrivait, il était porté, il n'avait qu'à s'abandonner aux secousses ralenties de la voiture. Et cette approche, sans fatigue, ne le laissait plus souffrir que de la faim. La faim s'était réveillée, intolérable, atroce. Ses membres dormaient, il ne sentait en lui que son estomac tordu, tenaillé, comme par un fer rouge. L'odeur fraîche des légumes dans lequel il était enfoncé, cette senteur pénétrante des carottes, le troublait jusqu'à l'évanouissement. Il appuyait de toutes ses forces sa poitrine contre ce lit profond de nourriture, pour se serrer l'estomac, pour l'empêcher de crier. Et, derrière, les 9 autres tombereaux, avec leurs montagnes de choux, leurs montagnes de pois, leur entassement d'artichauts, de salades, de céleri, de poireaux, semblaient rouler lentement sur lui et vouloir l'ensevelir, dans l'agonie de sa faim, sous un éboulement de mangeaille. Malgré sa situation matérielle, il va au collège d'Aix-en-Provence. Là-bas, il se lie d'amitié avec Cézanne, bien plus aisée. Pourtant, les deux futurs artistes se reconnaissent, probablement par leur sensibilité. L'un veut vivre de sa plume, l'autre de son pinceau. Après avoir échoué 2 fois au baccalauréat, considéré par le professeur comme nul en littérature, Zola se tourne vers le monde de l'édition. C'est chez Hachette, à Paris, qu'il fait ses armes. C'est donc par la petite porte que Zola est entré dans la littérature. Dans les Rougon-Macquart, il n'hésite pas à s'y faire figurer. Ainsi prend-il les traits de Sandoz dans l'œuvre et du médecin de la famille, Pascal. Il s'y représente comme quelqu'un de besogneux, peut-être trop, absorbé par son œuvre, au point parfois d'oublier sa vie et sa femme. Lui, toujours, avait expérimenté que le travail était le meilleur régulateur de son existence. Même les matins de mauvaise santé, il se mettait au travail. Il y retrouvait son aplomb. Jamais il ne se portait mieux que lorsqu'il accomplissait sa tâche, méthodiquement tracée à l'avance, tant de pages chaque matin, aux mêmes heures. Il comparait cette tâche à un balancier qui le tenait debout, au milieu des misères quotidiennes, des faiblesses et des faux pas. Mais il s'y présente aussi comme toujours enfermé chez lui, fermé sur le monde, alors même qu'il est censé l'étudier. Cette inclinaison pour le labeur n'a rien de naturel, au contraire. Au XIXe siècle, les écrivains ont même tendance à adopter des postures de dilettante inspirées. Zola, lui, ne cache pas son désir de réussir par la voie de la plume, et ne peut compter sur aucune fortune. Il se doit de réussir. Pour cela, il flirte parfois avec l'arrogance, mais c'est cette même arrogance qui le pousse à se transcender, à écrire toujours plus. Cette rude besogne se ressent dans ses livres. Il a le désir de se tenir au plus proche de la réalité. Pour cela, il va sur place, il s'informe, il prend des notes. Avant chaque roman, il élabore d'importants dossiers préparatoires qui font souvent le double de ses romans et qui lui servent de matrice. Son travail documentaire se fait aussi sur place. Pour Germinal, il descend dans la mine afin de s'inspirer au mieux des conditions de vie des mineurs pour les retranscrire avec exactitude. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous aurez peut-être envie, je l'espère, de rencontrer à votre tour ce grand auteur, ce grand homme. Et si je pense que chaque lecture résonne en nous de manière individuelle, je vais m'efforcer quand même de vous en proposer quelques-unes. Le Bonheur des Dames n'est sûrement pas le roman le plus éprouvant de Zola, mais c'est un de ceux qui m'est le plus cher. L'histoire du capitalisme dévorant les artisans, de la modernité se débarrassant de ceux qui ne l'adoptent pas. À travers les yeux de la sublime protagoniste, on entre par la petite porte dans l'émergence des grands magasins connus comme le Printemps, les Galeries Lafayette ou le Bon Marché. De la même manière, c'est peut-être la porte d'entrée la plus facile pour se familiariser avec l'écriture de Zola. C'est l'office colossal où s'engouffre la nourriture de Paris endormi. Quand il ouvrira les yeux, il aura déjà le ventre plein. C'est l'histoire des gras contre les maigres, d'une société qui ne supporte pas ceux qui ont fauté et qui les exclut. C'est aussi l'histoire des halles, des aliments, de l'explosion de fromage, de poissons, de légumes, un brouhaha de vie et de vivres mis en tableau. Dans ce décor multicolore, les petits bourgeois, les ventrus,
incarnent les fervents anti-révolutionnaires, mais leur ordre moral va être un peu bousculé. C'est un de mes romans préférés car il allie avec brio la verve à l'intrigue, le politique au fictionnel. Germinal. C'est un classique, le plus connu sûrement, l'œuvre étudiée au lycée qui vous a sûrement fait haïr Zola. Moi je l'aime. C'est le roman de la révolte contre l'injustice, contre le capitalisme qui exploite, contre la bourgeoisie qui ne peut pas comprendre la colère et le policier qui exécute. Je l'ai lu dans une période de mouvements sociaux, et les parallèles ne manquaient pas. Ne vous laissez pas effrayer par les 700 pages et les rumeurs de longues descriptions prolongées sur des dizaines de pages. Chaque description est un travelling au plus proche de la réalité que Zola a pu observer. Les personnages, dans toute leur complexité, sont débordants d'humanité, on souffre et on pleure avec eux. Enfin, voici l'argent. J'ai mis beaucoup de temps à le lire parce que le titre me rebutait un peu. Pourtant, qu'est-ce que ce roman nous est contemporain? À l'époque où tout devient NFT et où Zemmour fait de l'œil aux crypto-bros, l'argent m'a marqué par sa véracité. Zola y décrit les mécanismes de manipulation médiatique qui ont encore lieu et y expose Saccard, ce personnage dont j'ai déjà parlé, l'incarnation de l'hubris, chantre de la spéculation outrancière. Je le recommande donc pour la perspective qu'il ouvre sur ces tares de notre société. Évidemment, ce ne sont que des conseils, et pour ne pas rendre la vidéo plus longue, je n'ai pas pu évoquer tous les romans, dans lesquels on retrouve tout le temps le génie de l'auteur. Si vous voulez voir l'obscène à son paroxysme et être outré à longueur de page, lisez La Terre, un roman paysan qui m'a halluciné. Si vous voulez ressentir les frissons de l'appel au meurtre, lisez La Bête humaine, qui se déroule entre les rails et la fumée de la locomotive. Pour se moquer de la fausse morale dévoyée des bourgeois, mettez-vous à Pobouille, extraordinaire dans la caricature de l'appartement des honnêtes gens. Ma seule recommandation est de terminer l'œuvre par les 2 derniers romans, La Débâcle et Le Docteur Pascal, qui prennent leur intérêt qu'avec tous les autres romans en tête. Dans chaque roman, Zola montre que le temps avilit en s'appuyant sur nos tares. Celles-ci, comme les stries de la roche, se creusent de plus en plus avec le passage du temps. Enfin, Zola est aussi connu pour son implication dans l'affaire Dreyfus. Il devient ainsi la figure de l'intellectuel, une figure qui a été inaugurée pour cette occasion par les anti-Dreyfusards. Mais son engagement n'a rien de naturel, il a longtemps hésité, conscient des risques qu'il prenait car tout l'appareil d'État était impliqué, ce qui rend sa décision encore plus courageuse et digne de louange. Ses premiers papiers sont publiés dans son journal, Le Figaro, qui finit par le lâcher. C'est finalement dans le journal de Clémenceau, L'Aurore, qu'il publie le 13 janvier 1898, J'accuse. Le modeste journal de Clémenceau voit ses tirages exploser. Et lors de cette journée, tout Paris accuse l'écho de l'article. En mettant toutes ses qualités littéraires au service de la cause dreyfusarde, il la renforce incontestablement. Suite à cet article, il est contraint de quitter la France pendant 1 an, avant que le procès de Dreyfus ne soit révisé. Lors d'une nuit de septembre 1902, sa cheminée est criminellement bouchée. Zola décède asphyxié dans son sommeil, à l'âge de 62 ans. Une délégation de Gueule Noire fera le déplacement en hommage à son œuvre, comme pour le remercier d'avoir participé à exhiber leurs conditions de vie, à leur donner un rôle littéraire. 6 ans plus tard, Clémenceau fait transférer ses cendres au Panthéon. Monsieur Zola, je vous remercie pour cette épopée, pour cette fine intelligence, et je vous renvoie à vos propres phrases. C'est de la passion, de la folie comme la vôtre qu'on fait du génie. Soyez sans crainte, je vous ai écouté. Je tâcherai d'être digne de votre héritage. Et, je le crois, comme vous peut-être, le grand demain est-il là tout entier. Je vous souhaite à tous une très bonne journée